Essai, 1 million, 2 millions, 3 millions. De toute façon, on peut toujours entendre ça. Vous savez, quand je suis descendu aujourd'hui, cela fait 54 ans que je n'ai pas emprunté ce qui était alors l'autoroute 6, la Cornuster Highway, pour venir à l'école à Lincoln. Et même à cette époque, il y avait beaucoup de nostalgie derrière cela, parce que mon père avait fréquenté l'université du Nebraska dans les années 1920. Il était rédacteur en chef du Daily Nebraskan, et un jour, une jeune femme de West Point, étudiante, est venue postuler pour un emploi de journaliste au Daily Nebraskan. Non seulement mon père l'a embauchée comme journaliste, mais il l'a épousée peu de temps après. Donc mes deux parents étaient présents ici. Mon grand-père, du côté de ma mère, était ici dans les années 1890. Beaucoup de bonnes choses me sont arrivées grâce à l'université du Nebraska. J'ai reçu une éducation formidable ici. Je disais aux doyens que la chose la plus précieuse que j'ai apprise ici, bien que j'ai beaucoup appris, était liée à la comptabilité. Nous avions un merveilleux professeur nommé Ray Dean. Il y a peut-être même quelque chose qui porte son nom ici, n'est-ce pas? J'étais allé à la Wharton School. Je suis allé à la Columbia Graduate School par la suite et j'ai suivi beaucoup de cours de comptabilité. Mais de loin, la meilleure instruction que j'ai reçue en comptabilité est venue de Ray Dean. Et il n'y a rien de plus important. Les gens me demandent ce qu'ils devraient suivre en école de commerce, ou même s'ils ne font pas d'école de commerce, ce qu'ils doivent savoir avant de se lancer en affaires. Je leur dis qu'ils doivent comprendre la comptabilité. C'est la langue. Ce serait comme être dans un pays étranger sans connaître la langue. Si vous êtes en affaires et que vous ne comprenez pas la comptabilité, vous devez être aussi à l'aise avec ça qu'avec la langue anglaise. Cela m'a rapporté beaucoup d'argent parce que j'ai écouté ce que Ray Dean avait à dire. Il y a 53 ou 54 ans, j'ai pu comprendre ce que je voyais sur des morceaux de papier, ce que cela me disait sur les entreprises et les limites de ces informations. Hier, j'étais à Knoxville, Tennessee, et nous avons acheté une entreprise. Nous avons convenu d'acheter une société appelée Clayton Homes il y a environ une semaine. C'est une grande entreprise dans le secteur des maisons préfabriquées. Nous avons accepté de payer 1,7 milliard de dollars pour cela. J'ai conclu cet accord par téléphone sans jamais rencontrer les gens sur place. Mais j'en avais assez vu en lisant les 10K, 10Q, les rapports annuels. En regardant les chiffres, ce qu'ils me disent en termes de type de personnes qui dirigent l'endroit, le type de décision comptable qu'ils prennent, etc., j'ai pu effectuer ces transactions d'un montant de 1,7 milliard de dollars par téléphone. Hier, c'était la première fois que je rencontrais les gens et leur conseil d'administration qui avaient approuvé l'accord une semaine plus tôt. Je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas passé un bon moment dans la classe de Ray Dean il y a 53 ans. Donc, si je dois vanter une chose, à part cette classe de leadership particulière, bien sûr, je vous dirais d'être à l'aise avec la comptabilité. Cela n'arrivera peut-être pas la première semaine ou le premier mois de cours, mais soyez très à l'aise avec ça. Je rencontre périodiquement des PDG qui ne comprennent vraiment pas cela. Ils essaient de bluffer pour se frayer un chemin et vous pouvez le voir sur leur visage. Ils ont presque peur quand on leur remet un bilan ou un compte de résultats. Ils ne savent vraiment pas ce que cela signifie et doivent compter sur quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas compter. Nous prenons nous-mêmes toutes nos décisions d'acquisition. Nous ne faisons pas appel à des consultants ou à qui que ce soit. Nous ne faisons pas appel aux banquiers d'investissement, à leur grand dégoût. Pas de frais de banque d'investissement dans l'affaire Clayton Homes. C'est ma responsabilité de diriger Berkshire, de comprendre suffisamment nos décisions d'acquisition pour les prendre sur la base des chiffres que je vois. Ce cours, cependant, concerne le leadership et j'aimerais en parler juste une minute. Puis j'aimerais vraiment parler de tout ce que vous avez en tête et nous allons recevoir des questions. Le leadership, évidemment, c'est une chose très simple dans son concept. Mon travail en tant que leader de Berkshire Hathaway est d'avoir des visions et des objectifs pour l'entreprise dans son ensemble avec un horizon à long terme, puis de faire en sorte que ces objectifs soient atteints par l'intermédiaire d'autres personnes. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne peux pas le faire moi-même. Donc je dois savoir où je veux que nous arrivions. Je dois voir par-dessus la prochaine montagne si possible. Mais ensuite, je dois recruter beaucoup d'autres personnes pour regarder cette montagne avec moi et vraiment faire le travail. Ce sont eux qui y parviennent.
Il s'agit donc de faire avancer les choses par l'intermédiaire d'autres personnes. Berkshire ressemble à de nombreuses grandes entreprises à certains égards, mais elle est en réalité très différente à bien des égards. Nous avons plus de 150 000 personnes qui travaillent désormais pour Berkshire Hathaway dans des dizaines d'entreprises à travers ce pays, principalement et même un peu à l'étranger. Nous avons exactement 15,8 personnes au siège et Debray est venu avec moi aujourd'hui, donc nous n'en avons que 13,8 aujourd'hui. Nous travaillons probablement aussi bien avec ces 13,8 que nous le ferions si Deb et moi étions au bureau. C'est une organisation inhabituelle. Nous avons des dizaines de directeurs opérationnels, de PDG de leurs entreprises qui les dirigent aujourd'hui et ils le font sans aucune directive de leur siège social, à l'exception d'une direction très limitée que je leur donne et que je reviendrai sur dans une seconde. Mais nous avons ces gens et c'est un groupe inhabituel de personnes qui dirigent COS Entreprises parce que la plupart d'entre eux nous ont vendu leur entreprise et ils sont très, très riches. Les 3/4 de nos managers n'ont pas besoin de travailler financièrement. Ils n'ont aucune raison financière de travailler. Probablement les 3/4 d'entre eux valent au moins 50 millions de dollars et nous en avons qui valent des milliards. Et pourtant, ces gens sautent du lit tous les matins, travaillent, et ils travaillent le week-end, et ils adorent travailler. Et pourquoi? Et quelle en est la clé? Eh bien, la clé est vraiment la même raison pour laquelle je continue à travailler. J'ai 72 ans. Je reçois la sécurité sociale maintenant, donc je devrais être en Floride, à jouer aux jeux de palais ou quelque chose du genre. Mais je peux faire tout ce que je veux dans le monde. Ce que je veux faire, c'est diriger Berkshire Hathaway. Pourquoi est-ce que je veux l'exécuter de cette façon? Il y a plusieurs choses. Je peux peindre mon propre tableau. J'y vais tous les jours et j'ai l'impression, vous savez, je me sens comme Michel-Ange. Là, vous savez, je travaille sur la chapelle Sixtine ou quelque chose comme ça. Personne d'autre ne peut penser que c'est un superbe tableau, mais je peux peindre mon propre tableau. Personne ne me remet en question. Je n'ai pas de gens qui disent « Pourquoi n'utilisez-vous pas un peu plus de peinture rouge que de peinture bleue? Pourquoi ne peignez-vous pas un paysage marin plutôt qu'un paysage ?» Je peux faire mon propre truc. C'est une forme de créativité. C'est exactement comme si quelqu'un se sentait un golfeur professionnel ou quelqu'un se sentait un peintre. Ils ne le font pas avant tout pour l'argent. Ils le font parce qu'ils aiment bien faire quelque chose et que cela se trouve sur la voie de leur talent. C'est ça. Et la deuxième chose que j'aime, franchement, c'est que j'aime les applaudissements. J'aime l'appréciation. J'aime donc avoir des actionnaires qui se sentent satisfaits de ce que j'ai fait. J'ai une tante de 96 ans. Son mari est également allé à l'université du Nebraska. Elle a tout son argent à Berkshire Hathaway et elle compte sur moi. Elle est à Palm Springs maintenant et toute sa valeur nette est dans le Berkshire. J'ai des cousins et tous les membres de notre famille ont tout leur argent dans le Berkshire. Sysgens compte sur moi et c'est plutôt amusant d'avoir quelque chose qui vous permet de réellement apporter quelque chose à d'autres personnes et de changer leur vie de manière positive. En fait, nous avions un couple dont personne n'avait entendu parler jusqu'à il y a quelques années, les Othmer. À New York, ils venaient d'Omaha. Don Othmer est allé à Central High. Beth Othmer, je ne sais pas dans quel lycée elle est allée à Omaha, probablement South High. Ils ont laissé 750 millions de dollars à leur mort. Personne n'en a jamais entendu parler. Et je pense qu'une partie substantielle, oui, est allée ici à l'université du Nebraska. Ce fut probablement une surprise totale pour l'université quand ils ont reçu, je ne sais pas, vous avez probablement reçu environ 150 millions. Ouais, eh bien, vous devriez remercier les Alper, mais néanmoins, vous voyez l'argent, vous voyez de bonnes choses en sortir, donc c'est amusant. C'est mieux que de jouer au golf tous les jours ou quelque chose du genre. Alors je me demande si c'est ce qui m'excite. Qu'est-ce qui va exciter ces managers qui dirigent des choses comme Clayton Homes ou où nous avons une entreprise, Flight Safety, qui forme plus de pilotes que quiconque dans le monde. Flight Safety est dirigé par un homme de 85 ans, Al Yoshi. Al a démarré l'entreprise en 1951. Il forme désormais 4 ou 5 fois plus de pilotes que de pilotes non militaires dans le monde. Et il est là à 85 ans
et c'est de notoriété publique. Il possède pour $1 milliard d'actions Berkshire. Il travaille 7 jours par semaine. Il adore ça. Et il aime ça pour la même raison que j'aime ce que je fais. Il peut le faire à sa manière. Il achète ces gros simulateurs dans lesquels vous formez les pilotes. Il n'a pas besoin de me demander s'il doit dépenser 15 millions pour un simulateur. Il ne me le demande pas. Il en sait bien plus que moi. Pourquoi diable me demanderait-il? Eh bien, je ne peux pas dire dans quel genre d'avion je me trouve quand je vole. Et Al dépense quelques centaines de millions de dollars par an en simulateur. Il dépense de l'argent pour Berkshire Hathaway. Et il ne vérifie jamais auprès d'Omaha. Il n'a jamais eu besoin de venir à Omaha pour tout type de réunion. Il dirige sa propre entreprise. Et c'est ce qu'il aime dans la vie. Et je l'ai laissé faire. C'est ma contribution. C'est qu'il libère vraiment ses énergies. Et vous savez, ils étaient correctement dirigés avant que nous achetions la société il y a 7 ou 8 ans. Pourquoi devrais-je penser qu'ils ne pourraient plus continuer à le diriger après ça? Comme je l'ai dit, à 85 ans, ils le dirigent toujours. La deuxième chose que nos managers aiment, en plus de peindre leur propre tableau, c'est qu'eux aussi aiment les applaudissements. J'essaie de rapporter avec précision dans mon rapport annuel ce qu'ils ont accompli, et ils ont accompli beaucoup. Vous avez entendu Suzanne Jack, je pense, il y a quelques semaines ici. Suzanne est venue chez Borsheim et elle gagnait $4 de l'heure. Et à l'âge de 40 ans, elle est devenue PDG du deuxième plus grand magasin de bijoux indépendant aux États-Unis à partir de $4 de l'heure. Mais c'est le talent, vous savez, et Suzanne en sait plus. Je ne connais rien aux bijoux, vous savez, et vous pourriez me donner un faux diamant ou un vrai diamant, je ne pourrais pas faire la différence. Mais si je commençais à dire à Suzanne quoi commander en matière de bijoux, ou si je commençais à lui dire quel genre de conditions accorder aux clients ou qui embaucher, quelque chose comme ça, vous savez, elle n'a pas besoin de ça dans la vie. Elle possède vraiment Borsheim, vous savez. Nous avons le certificat d'action. Nous obtenons les bénéfices. Mais c'est son bébé. C'est son bébé. Elle décide de tout dans cet endroit. Et c'est donc sa création. Ce sentiment d'appartenance est vraiment extraordinaire. Et c'est tellement mieux. C'est la façon dont j'aime travailler. Et c'est comme ça que Suzanne Jack aime travailler. C'est ainsi qu'Al Uelchi aime travailler. Et Suzanne, elle est géniale. Comme tout le monde dans ce monde, elle aime être appréciée. Il y aurait quelque chose qui ne va pas chez elle si elle ne le faisait pas. Et la vérité est que personne ne l'apprécie plus que moi. C'est un talent, et nous avons de la chance de l'avoir. Et nous avons la chance d'avoir tous ces autres managers. Donc, le leadership à Berkshire consiste en réalité à prendre un groupe de gens qui, dans une analogie avec le baseball, seraient des frappeurs de 400, à leur donner simplement la batte et à leur dire de lever leur assiette et de prendre un grand coup. Il n'y a pas grand-chose à part ça. Une chose que je fais, c'est de leur envoyer une lettre. Nous n'avons pas de réunion à Omaha. Certains de nos managers, vous savez, il n'y a pas de réunion. Et il n'y a pas de catéchisme ou quoi que ce soit d'autre. Une fois tous les 2 ans, je leur envoie une lettre. C'est ça, une lettre d'environ 1 page et demie. La seule instruction qu'ils reçoivent de nous, c'est qu'ils ne nous envoient pas de budget. Nous ne nous en soucions pas. Certaines entreprises utilisent des budgets, d'autres n'en utilisent pas. Nous nous y adaptons. Certains des managers avec qui je parle quelques fois par semaine parce qu'ils aiment parler fréquemment. Je parle à certains d'entre eux littéralement 1 fois par an parce qu'ils n'aiment pas me parler. Et peu importe, vous savez, c'est à eux de décider. Moi, je m'adapte à eux. La seule chose que je leur dis, et cette lettre, envoyée le 20 janvier 2003, dit que 2 ans et demi se sont écoulés depuis mon dernier mémo. Maintenant, combien de grandes entreprises ont des dirigeants qui n'ont pas eu de nouvelles du siège social depuis 2 ans et demi? Cela fait 2 ans et demi depuis mon dernier mémo. Voici quelques points à garder à l'esprit. Et premièrement, et c'est le numéro 1 à chaque fois, cela ne change pas. Cela ne changera pas dans 2 ans, dans 4 ans ou dans 6 ans. Premièrement, nous pouvons nous permettre de perdre de l'argent, même beaucoup d'argent. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre réputation, même une parcelle de réputation. Assurons-nous que tout ce que nous faisons en affaires puisse être rapporté en première page d'un journal national dans un article rédigé par un journaliste hostile mais intelligent. Dans de nombreux domaines,
y compris les acquisitions, les résultats de Berkshire ont bénéficié de sa réputation et nous ne voulons rien faire qui puisse la ternir. L'année dernière, Berkshire a été classé par Asterisk Fortune Asterisk comme la 4e entreprise la plus admirée au monde. Cette année, nous étions 3e aux États-Unis. Ils viennent de le publier. Il nous a fallu 37 ans pour y parvenir, mais nous pourrions le perdre en 37 minutes. Et c'est le message. Nous pouvons perdre de l'argent. C'est plus agréable de gagner de l'argent, mais nous devons trouver des moyens de gagner de l'argent. Cependant, nous ne pouvons pas perdre une réputation. Vous ne la récupérez pas. J'ai dit 37 minutes, mais vous pouvez la perdre beaucoup plus vite que cela. Vous pouvez la perdre en 5 minutes. En fait, je parlais à Bruce en arrivant, et il a travaillé autour de Salomon Brothers. Je suis retourné là-bas il y a 11 ans parce que cette entreprise, qui avait le 2e plus grand bilan aux États-Unis à cette époque, était une entreprise prééminente à Wall Street. John Gutfreund, qui l'avait dirigé, avait sa photo sur la couverture de Asterisk Business Week Asterisk en tant que roi de Wall Street. Et en avril, fin avril 1991, il a pris une décision fatidique. On lui a signalé qu'un employé en aval avait enfreint certaines règles du Trésor américain et avait essayé de manipuler le marché. John n'a signalé ce fait ni au Trésor, ni à la Réserve fédérale, ni à la SEC, ni à personne d'autre. Il n'a rien fait de mal lui-même, mais il a simplement tardé à agir. Il ne l'a pas signalé. Le président de l'entreprise, Tom Strauss, n'en a pas parlé non plus. Si vous avez vu l'émission de Katie Couric dimanche soir sur le jogger de Central Park, Tom Strauss était là, mais il a fini par perdre son poste. Il était président de Salomon Brothers. John Gutfreund était président. John, un homme bien. Ils n'ont rien fait. Ils ont traîné. Et après quelques semaines, le même gars qui avait commis les actes répréhensibles plus tôt, le 15 mai, a refait la même chose lors d'une vente aux enchères de titres du Trésor. Et maintenant, ils étaient dans un terrible pétrin. Parce qu'ils savaient que ce type était un mauvais acteur vers le 28 avril, et ils n'avaient rien fait. Et maintenant, le 15 mai, il refait la même chose. Et maintenant, s'ils y vont, ils commencent à se sentir, s'ils en parlent, les gens diront « Pourquoi n'étiez-vous pas là avant ?» Alors ils ont juste continué à essayer de chasser cela de leur esprit et de faire autre chose. Et cela a failli détruire l'entreprise. Cela a détruit leur carrière. John Gutfreund avait passé 30 ans à Wall Street et avait une excellente réputation. Le roi de Wall Street a été renversé par un simple acte d'omission. Il lui suffisait de décrocher le téléphone. Jerry Corrigan était à la tête de la fête de New York. Il aurait dû décrocher le téléphone et dire « Jerry, tu ne vas pas le croire, mais ce type fou de notre service des opérations, Paul Moser, vient de faire ça, et je suis terriblement gêné. Que pouvons-nous faire pour régler ça ?» Et Jerry Corrigan, étant Jerry Corrigan, serait devenu rouge au visage et serait devenu très en colère et aurait prononcé beaucoup de langage que je ne pourrais pas répéter ici. Mais à la fin, il aurait dit « Merci d'avoir appelé et de nous en avoir parlé immédiatement. Nous vous imposerons une amende si nécessaire. » Et le lendemain, l'entreprise aurait bien fonctionné. Mais John Gutfreund n'a pas agi quand cela comptait. Et Tom Strauss, qui était numéro 2, de la même manière. Plus tard, ils ont été condamnés à une amende et expulsés du secteur des valeurs mobilières, et Salomon a à peine survécu. L'avenir de 8000 employés dans le monde a été réellement compromis à cause de cet acte unique. Alors, appliquez simplement le test du journal. C'est ce que je dis à nos managers. Je pourrais avoir un livre d'éthique de 1000 pages. Je pourrais avoir toutes sortes de règles et des centaines de personnes pour les faire respecter. Mais en fin de compte, tout. Ce que vous avez à faire, c'est d'y penser. Vous devez vous demander, voudrais-je vraiment que ce que je fais fasse la une du journal de demain, lu par mes parents, mon conjoint, mes enfants, mes voisins, mes collègues? Et si cela vous gêne, oubliez ça. Vous allez tous réussir financièrement.